À 4 heures du matin, le 16 août 2025, un convoi de 57 camions est stoppé près de la frontière togolaise. Ce qui devait être une routine bascule quand, sous des sacs d'aide humanitaire, apparaissent des armes et des missiles évalués à plus de 700 millions de dollars. Mais si ce convoi avait franchi la frontière, qu'est-ce que cela aurait changé pour la sécurité du pays et pour la crédibilité d'Ibrahim Traoré? Cette nuit-là impose une question simple: un État peut-il prouver qu'il se défend seul? Ce récit ne se limite pas à une interception spectaculaire, ni à l'inventaire d'armes saisies en une nuit. Il s'agit d'un test de crédibilité pour l'État burkinabé, observé à la fois par sa population, par ses voisins et par des acteurs internationaux attentifs aux moindres faux pas. L'enjeu est clair en 10 mots: démontrer la souveraineté sécuritaire sans dépendance extérieure. Derrière les chiffres et les images diffusées, la question centrale porte sur la capacité des institutions à transformer un incident en signal durable de dissuasion. Si l'affaire est maîtrisée, elle peut renforcer l'autorité politique et la confiance publique. Si elle dérape, elle risque d'alimenter les soupçons, les sanctions ou les récits concurrents. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'est pas seulement un décideur informé d'une crise, il devient le point de convergence entre attentes internes et pressions externes. La suite de l'histoire montre comment ce moment précis redéfinit les équilibres bien au-delà d'un simple contrôle frontalier. En quelques heures, plus de 57 camions et un arsenal évalué à plus de 700 millions de dollars font basculer une opération banale en crise nationale. L'interception révèle immédiatement une réalité troublante. Il ne s'agit pas d'un trafic improvisé, mais d'un dispositif coordonné, pensé pour contourner les contrôles et exploiter les failles humanitaires. Les premiers constats montrent que les camions n'empruntaient pas un itinéraire unique. Ils ont convergé depuis plusieurs points, suggérant une synchronisation avancée et une logistique planifiée sur des semaines, voire des mois. Cette organisation tranche avec les saisies habituelles, souvent limitées en volume et en portée. Ici, la masse et la diversité du matériel indiquent une ambition bien plus large. Les enquêteurs identifient rapidement des numéros de série renvoyant à des zones de conflit extérieur au Burkina Faso. Cette découverte déplace l'affaire du terrain strictement sécuritaire vers un registre géopolitique. La frontière n'est plus seulement une ligne à protéger, mais un point de passage stratégique au cœur de flux transnationaux. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré est informé presque en temps réel. La rapidité de la remontée d'informations et des premières décisions souligne que l'État considère l'événement comme un test de souveraineté, pas comme une simple affaire policière. Le pays comprend alors qu'il n'a peut-être pas évité un incident isolé, mais un scénario aux conséquences beaucoup plus profondes. Au cœur de cette nuit tendue, un acteur opérationnel donne une direction concrète à la crise. Le capitaine Moussa Kaboré, responsable des gardes-frontières dans la zone concernée, est le premier à interpréter les signaux faibles comme un tout cohérent plutôt qu'une anomalie isolée. Des camions roulant sans phare, une synchronisation inhabituelle, d'itinéraires secondaires choisis avec précision. Ces indices, pris séparément, auraient pu passer inaperçus. Ensemble, ils déclenchent l'interception. L'arrêt du convoi provoque un effet immédiat sur le terrain. Les routes secondaires sont verrouillées, les unités de renfort mobilisées, et chaque véhicule est traité comme une scène potentielle de preuve. Cette rapidité limite les risques de fuite d'informations et empêche toute dispersion de la cargaison. L'impact est tangible. En quelques heures, une menace diffuse devient un dossier centralisé et maîtrisé. À Ouagadougou, la réaction institutionnelle suit sans délai. Ibrahim Traoré ordonne la sécurisation totale du périmètre et la constitution d'une cellule de crise, signalant que l'enjeu dépasse l'arrestation de chauffeurs ou la saisie de matériel. Cette décision envoie un message clair à l'appareil d'État. La gestion de l'événement doit être rigoureuse, traçable et lisible.
Pour l'opinion publique, encore peu informée à ce stade, l'effet est indirect mais réel. La continuité des services et l'absence de panique visible suggèrent que le contrôle est maintenu. Autrement dit, la crédibilité de l'État commence à se jouer avant même la publication des faits. Tout commence par un détail qui rompt, homme, la normalité. Avant l'aube, les équipes frontalières constatent une circulation anormalement fluide sur des axes secondaires habituellement peu utilisés à cette heure. La décision d'intercepter ne repose pas sur un ordre exceptionnel, mais sur l'application stricte des procédures, renforcée par une intuition opérationnelle forgée par l'expérience du terrain. Une fois les premiers camions immobilisés, la situation change de nature en quelques minutes. L'ouverture des cargaisons marque le point de non-retour. Sous des sacs estampillés aide humanitaire, les forces découvrent des armes soigneusement conditionnées. À ce stade, l'événement n'est plus un contrôle réussi, mais le déclencheur d'une alerte nationale. Les communications sont sécurisées, les axes périphériques verrouillés et les informations compartimentées pour éviter toute fuite prématurée. Chaque décision vise à gagner du temps et à conserver l'initiative. La montée en intensité est rapide. Les autorités comprennent que le convoi ne forme pas un bloc unique, mais un ensemble coordonné. D'autres unités sont déployées pour localiser les véhicules encore en mouvement, tandis que les premiers éléments sont transférés vers des zones sécurisées. Cette phase est critique. Une erreur pourrait permettre à une partie de la cargaison de disparaître, réduisant la portée de l'opération et fragilisant le récit officiel à venir. Au sommet de cette séquence, l'information parvient à la présidence. Ibrahim Traoré prend alors une position directe, assumant le pilotage stratégique de la réponse. Il ne s'agit plus seulement de neutraliser un risque immédiat, mais de préparer les conséquences politiques, juridiques et diplomatiques de la découverte. La mise en place d'une cellule de crise traduit ce changement d'échelle. Les répercussions se font sentir presque immédiatement. Les forces de sécurité passent d'une logique d'intervention à une logique de conservation de preuves. Chaque numéro de série, chaque itinéraire, chaque témoignage devient une pièce potentielle d'un dossier plus vaste. L'événement cesse d'être ponctuel pour s'inscrire dans une chronologie plus longue où chaque étape comptera. Enfin, la nuit s'achève sans affrontement majeur, mais avec une certitude nouvelle. Ce qui a été intercepté n'est pas seulement un convoi, mais une tentative structurée dont les effets auraient dépassé la frontière en quelques heures. La question qui s'ouvre alors n'est plus ce qui s'est passé, mais ce que cette séquence révèle sur les menaces à venir et sur la capacité de l'État à y répondre durablement. Les premiers chiffres issus de l'inventaire donnent immédiatement une mesure de la menace évitée. Sur les 57 camions interceptés, les enquêteurs identifient plus de 25 000 fusils d'assaut de type AK-47, une quantité suffisante pour équiper plusieurs unités armées complètes. Ce volume dépasse largement les saisies habituelles, généralement limitées à quelques dizaines ou centaines d'armes. Ici, l'échelle change la nature même du risque. Un second indicateur renforce cette lecture. Les analyses confirment la présence de plus de 10 000 fusils M16 issus de circuits d'approvisionnement distincts. Cette diversité signale une capacité logistique élevée, capable de combiner plusieurs sources sans éveiller de soupçons immédiats. En termes simples, cela montre que l'opération n'était pas opportuniste, mais pensée pour durer et se répéter. Le chiffre le plus sensible concerne cependant les plus de 400 missiles antiaériens découverts dans les cargaisons. Ce type d'armement ne vise pas des affrontements de faible intensité. Il menace directement la supériorité aérienne et la mobilité stratégique d'un État. S'ils avaient franchi la frontière, ces missiles auraient modifié l'équilibre sécuritaire en quelques jours seulement. La répartition géographique des origines apporte une lecture complémentaire. Environ 40% des armes sont liées à des stocks libyens, 35%
à des circuits du Moyen-Orient, notamment le Yémen, et 25% à des usines européennes. Cette ventilation confirme une structuration transnationale, incompatible avec l'hypothèse d'un réseau local isolé. Pour Ibrahim Traoré, ces données chiffrées ne servent pas seulement à documenter l'événement. Elles constituent un socle narratif et stratégique. Chaque pourcentage, chaque volume permet de justifier les décisions prises, de répondre aux critiques et de situer l'affaire dans un cadre rationnel plutôt qu'émotionnel. Les chiffres transforment un récit spectaculaire en argument mesurable. Ainsi, la preuve quantitative agit comme un verrou. Elle ferme la porte aux lectures minimisantes et oblige les observateurs à reconnaître que ce qui a été intercepté relève d'un projet structuré. La question se déplace alors. Face à une menace de cette ampleur, comment interpréter les intentions réelles derrière cette opération? Deux interprétations majeures s'affrontent pour expliquer l'interception du convoi. La première, relayée par certains observateurs étrangers, avance l'idée d'une mise en scène politique. Selon cette lecture, l'ampleur de la saisie aurait été amplifiée pour renforcer l'autorité du pouvoir en place, consolider le soutien populaire et détourner l'attention d'autres fragilités internes. Dans cette optique, la communication officielle servirait autant à gouverner qu'à sécuriser. Un second argument, plus technique, suggère qu'il pourrait s'agir d'un trafic d'armes classique ayant simplement atteint un volume exceptionnel. Les réseaux criminels bien financés et habitués aux routes clandestines seraient incapables de coordonner des convois complexes sans objectif politique direct. Cette hypothèse rappelle que le Sahel est traversé depuis des années par des flux illicites où la quantité n'implique pas nécessairement une stratégie étatique ou géopolitique. Ces deux lectures méritent d'être prises au sérieux. Elles soulignent, elles soulignent la nécessité de ne pas confondre effet de choc médiatique et intention réelle. Cependant, plusieurs éléments factuels viennent en limiter la portée. La diversité des origines des armes, la présence de missiles antiaériens et la convergence synchronisée des itinéraires dépassent les standards observés dans le trafic opportuniste. De plus, les flux financiers identifiés renvoient à des places multiples, suggérant une coordination plus large que celle d'un réseau isolé. C'est ici que la position d'Ibrahim Traoré devient centrale. En rendant publiques certaines données et en ancrant la réponse dans des éléments mesurables, l'exécutif cherche à déplacer le débat du registre de l'intention supposée vers celui de la capacité démontrée. La stratégie consiste à laisser les faits contraindre les interprétations plutôt qu'à les imposer par le discours seul. Au terme de cette confrontation d'arguments, une conclusion intermédiaire s'impose. Même en retenant les hypothèses les plus prudentes, l'opération interceptée excède le cadre d'un incident ordinaire. La question n'est donc plus de savoir si la menace était réelle, mais pourquoi un dispositif d'une telle ampleur a été jugé nécessaire à ce moment précis. Au cœur de l'enquête, une découverte modifie la lecture de l'ensemble du dossier. Les équipes médico-légales identifient un document stratégique détaillant des étapes postérieures à l'acheminement des armes, incluant des mesures politiques et administratives prêtes à être activées. Ce glissement est décisif. L'opération ne s'arrête pas à la livraison d'un arsenal, elle anticipe un après, organisé et structuré. Ce point marque un changement de cadrage. Jusqu'ici, la question portait sur l'ampleur matérielle de la saisie. Désormais, elle concerne l'intention. La présence de plans, de calendriers et de scénarios suggère que l'armement n'était qu'un moyen, non une fin. Cette logique replace l'affaire dans une temporalité plus longue où chaque étape prépare la suivante. Pour l'appareil d'État, ce basculement impose une réponse différente. Il ne s'agit plus seulement de sécuriser des frontières, mais de protéger un ordre institutionnel.
Ibrahim Traoré ajuste alors la communication et la coordination, comprenant que la bataille se joue autant sur le terrain de la preuve que sur celui du récit international. À mi-parcours, une certitude s'installe. Ce qui a été stoppé cette nuit-là aurait enclenché une séquence irréversible. La suite de l'analyse doit désormais mesurer les effets concrets de cette interruption. Les effets de l'interception se manifestent d'abord au niveau de l'État. Les institutions sécuritaires passent en mode audit permanent, réévaluant procédures, chaînes de commandement et dispositifs frontaliers. Cette phase entraîne un renforcement visible des contrôles et une centralisation accrue du renseignement. Pour le pouvoir exécutif, l'enjeu est double: montrer que la menace a été contenue et prouver que les mécanismes de réponse sont capables d'évoluer rapidement. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré s'appuie sur l'événement pour affirmer une capacité d'anticipation, pas seulement de réaction. Du côté des acteurs économiques, l'impact est plus nuancé. À court terme, l'incertitude liée aux enquêtes et aux tensions diplomatiques crée des frictions, notamment dans les échanges transfrontaliers. Certains partenaires adoptent une posture d'attente tandis que d'autres renforcent leur coopération pour sécuriser les flux. Cette recomposition met en lumière une réalité souvent sous-estimée. La sécurité devient un facteur direct de compétitivité et de confiance commerciale. Pour la population, l'effet est avant tout symbolique mais profond. Les images du convoi intercepté circulent largement et transforment une menace abstraite en réalité tangible. Cette visibilité nourrit un sentiment de soulagement mêlé de vigilance. Beaucoup y voient la preuve que les institutions peuvent agir en amont, avant que la violence ne touche le quotidien. La confiance ne repose pas sur l'absence de danger, mais sur la capacité à le neutraliser. À l'échelle régionale enfin, l'événement agit comme un signal d'alarme. Les pays voisins réexaminent leurs propres dispositifs et intensifient les échanges d'informations. Des coopérations existantes prennent une dimension plus opérationnelle, fondée sur le partage de données et la coordination des contrôles. La crise dépasse ainsi le cadre national pour devenir un cas d'école sur la gestion des menaces transnationales. Ces quatre niveaux, institutionnel, économique, social et régional, dessinent un même constat. En interrompant une séquence potentiellement déstabilisatrice, l'État modifie les trajectoires possibles. La question qui s'impose désormais est la suivante: comment transformer cet arrêt brutal en avantage durable sans retomber dans une logique de réaction ponctuelle? Le premier scénario, dit de base, repose sur une stabilisation progressive. Les enquêtes suivent leur cours, les réseaux identifiés sont partiellement neutralisés et l'attention internationale retombe sans rupture majeure. La sécurité intérieure est renforcée par des ajustements techniques plutôt que par des réformes spectaculaires. Dans ce cadre, l'État consolide ses dispositifs sans modifier profondément ses alliances ni son positionnement diplomatique. L'épisode du convoi devient alors une référence interne, utilisée pour améliorer les procédures plutôt que pour redéfinir la stratégie globale. Un scénario plus favorable envisage un effet d'entraînement. L'interception est présentée comme un cas exemplaire de maîtrise souveraine, ce qui renforce la crédibilité du pays auprès de partenaires régionaux. Des coopérations sécuritaires se densifient, les échanges de renseignements deviennent plus fluides et certains mécanismes conjoints sont institutionnalisés. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré capitalise sur l'événement pour ancrer une posture de fermeté mesurée, capable de rassurer à la fois la population et des acteurs extérieurs en quête de stabilité. Le troisième scénario, et c'est plus contraignant, il suppose une contre-réaction indirecte faite de pression économique, de campagnes de discrédit ou de tentatives de contournement des dispositifs renforcés. La menace ne se manifeste plus par des convois visibles, mais par des actions fragmentées, plus difficiles à détecter.
Cette situation testerait la résilience administrative et la cohésion sociale, en exposant les limites d'une réponse centrée uniquement sur l'événement initial. Ces trois clés, ces trois trajectoires ne sont pas exclusives. Des éléments de chacune peuvent coexister selon les choix opérés et les signaux envoyés. La recommandation centrale reste alors cognitive. Ne pas traiter l'interception comme une victoire définitive, mais comme un indicateur. Si l'État lit correctement ce signal, il peut anticiper. S'il le surinterprète ou le banalise, il risque de se préparer à la mauvaise menace. La suite dépendra moins du passé que de la manière d'en tirer des enseignements opérationnels. Pour les habitants des zones frontalières, l'événement du 16 août 2025 dépasse le registre politique. Il renvoie à une expérience quotidienne faite de contrôles, de rumeurs et d'inquiétudes diffuses. L'interception du convoi agit comme une confirmation tangible que les menaces évoquées depuis des années ne sont pas abstraites. En même temps, le fait qu'elles aient été stoppées avant de produire des effets visibles crée un sentiment de protection rare, fondé sur l'action plutôt que sur la promesse. La diaspora burkinabé perçoit la séquence autrement. À distance, elle observe surtout la manière dont le pays est représenté et jugé. La gestion de la crise devient un marqueur d'image influençant la fierté nationale et la volonté de rester connecté aux évolutions internes. Les discussions se structurent autour d'une question simple: le Burkina Faso est-il en train de reprendre la maîtrise de son destin sécuritaire? Chez les jeunes diplômés, journalistes et chercheurs, l'affaire prend la forme d'un cas d'étude. Ils y voient un exemple concret des dynamiques transnationales, des flux logistiques et des stratégies de contournement. Cette génération, souvent critique, s'intéresse moins au spectaculaire qu'à la cohérence entre les faits, les chiffres et les décisions. La crédibilité se joue pour eux dans la transparence et la capacité à documenter. Dans ce paysage, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure lointaine que comme un repère institutionnel. Son rôle est évalué à l'aune d'une question partagée par ses publics. Les mécanismes mis en place aujourd'hui amélioreront-ils réellement la sécurité demain? C'est ce lien entre décision et vécu qui conditionne l'adhésion durable. La première étape consiste à consolider le renseignement aux frontières. Cela implique l'installation de dispositifs de détection plus fins, mais surtout une meilleure circulation de l'information entre postes locaux et centres décisionnels. L'objectif n'est pas d'augmenter le volume de données, mais d'améliorer leur interprétation pour identifier plutôt les signaux faibles. Cette approche privilégie la prévention plutôt que l'intervention tardive. La deuxième étape touche aux capacités opérationnelles. Les forces de sécurité doivent transformer l'expérience acquise en procédures reproductibles applicables sur l'ensemble du territoire. Des formations ciblées et des exercices réguliers permettent d'ancrer ces réflexes. À ce niveau, Ibrahim Traoré insiste sur la cohérence entre doctrine et moyens afin d'éviter un décalage entre discours et réalité du terrain. Vient ensuite le volet judiciaire. La création de mécanismes spécialisés pour traiter les affaires transnationales vise à réduire les délais et à renforcer la crédibilité des poursuites. Une réponse lente affaiblit la dissuasion même après une interception réussie. La rapidité et la traçabilité deviennent donc des éléments centraux de la stratégie. La quatrième étape concerne la coopération régionale. Le partage de renseignements avec les pays voisins permet d'élargir le périmètre de vigilance et d'éviter l'isolement. Cette logique collective reconnaît que les menaces ignorent les frontières administratives. Enfin, la cinquième étape s'inscrit dans le temps long. Intégrer ces enseignements dans la formation civique et professionnelle vise à créer une culture de vigilance durable. L'enjeu est simple: transformer un événement exceptionnel en norme de préparation. Au terme de cette séquence, une image s'impose comme un fil conducteur.
celle d'un danger arrêté avant de devenir visible, puis transformé en enseignement collectif. Ce qui aurait pu rester une menace silencieuse devient un repère mémoriel, utilisé pour renforcer la vigilance plutôt que pour nourrir la peur. Dans les récits qui circulent, l'accent ne porte plus uniquement sur les armes saisies, mais sur la capacité à les empêcher d'entrer en scène. Ce rappel agit comme un motif de continuité. Il relie l'alerte initiale, la réaction coordonnée et les choix faits après coup. Pour beaucoup, la valeur de l'événement ne réside pas dans son caractère spectaculaire, mais dans ce qu'il dit de la transformation possible des institutions face à la pression. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros isolé, mais comme le point d'articulation d'un ensemble de décisions, d'acteurs et de procédures. La cohérence entre ces éléments devient le véritable message transmis à la population et aux observateurs extérieurs. La phrase qui demeure est simple et volontairement sobre. La sécurité ne se proclame pas, elle se démontre. Ce rappel clôt le récit en ouvrant une responsabilité partagée, tournée vers l'avenir plutôt que vers l'instant passé. Arrivé à ce point, le récit ne cherche pas à imposer une conclusion définitive. Il invite plutôt à une mise en perspective collective. L'interception du 16 août 2025 n'est ni un simple fait divers, ni une victoire finale. Elle agit comme un révélateur des fragilités, mais aussi des capacités d'adaptation d'un État confronté à des menaces diffuses. Ce type d'événement oblige chacun à dépasser la réaction émotionnelle pour interroger les mécanismes de fond. Pour les citoyens, la question devient civique. Comment maintenir l'attention une fois l'urgence passée, sans sombrer dans l'indifférence ou la peur permanente? Pour les observateurs et partenaires, l'enjeu est analytique. Juger un pays non sur un épisode isolé, mais sur la cohérence de ses réponses dans le temps. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré reste un point de repère, non comme une figure à célébrer, mais comme un indicateur de choix institutionnels. Ce sont ces choix, plus que les discours, qui détermineront la trajectoire future. La réflexion reste ouverte. Ce qui a été évité cette nuit-là pose une question durable. Comment transformer une alerte en culture de vigilance partagée sans attendre la prochaine crise?